carapif.sn. Techniquement parlant, c'est une nouvelle émission de carapif.com qui s'intéresse plus au fond qu'à la forme. Nous chercherons à percer le mystère qui entoure les faits saillants de l'actualité avec des invités de choix. Quand nous parlons d'invités de choix, c'est des personnes indiquées qui en savent beaucoup sur le sujet que nous aborderons. Et pour notre premier numéro, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir M. Boubacar Seye. Boubacar Seye est le président de l'ONG Horizon Sans Frontières, parce que vous n'êtes pas sans le savoir, près de 900 migrants sont morts au large des côtes libyennes en tentant de rallier l'Europe. Je pense que c'est assez suffisant pour qu'on en parle. M. Seye, bonjour. Bonjour. Comme vous le savez, M. Seye, près de 900 personnes sont mortes la semaine dernière dans les côtes libyennes. Ils ont tenté de rallier l'Europe, et là, ça n'a pas marché. Je voudrais savoir une chose, M. Seye. À qui profite le crime? Je voudrais dire que, tout d'abord, que la gestion des flux migratoires constitue aujourd'hui l'un des plus grands défis auxquels les États sont confrontés dans ce nouveau millénaire. Les migrants sont estimés à plus de 220 millions à travers le monde. Et ce chiffre augmente chaque année de 2% malgré les lois oppressives et répressives qui sévissent dans certains pays d'accueil. D'après les démographes, d'ici 2050, 3 milliards d'individus supplémentaires seront attendus sur notre planète. Et avec les changements climatiques, et le risque va s'intensifier. Donc, et aujourd'hui, l'intensité du désir de migrer vers les pays les plus prospères ou les mieux gouvernés se mesure au risque qu'acceptent de prendre ces candidats à l'immigration. Et ce risque s'illustre par ce chiffre-là. Entre 1988 et 2009, il y a eu plus de 20 000 morts en Méditerranée. Aujourd'hui, ce nombre augmente de façon exponentielle. Et vous l'aviez dit tantôt, il y a eu en une semaine, il y a eu plus de 1400, on parle même de 1800 naufragés en Méditerranée. Et ce chiffre aujourd'hui doit nous interpeller. Ce chiffre doit aujourd'hui nous pousser l'opinion internationale à réagir sur ces drames en Méditerranée. Donc, vous avez posé la question de savoir à qui profite ces crimes. Ben, ces crimes sont aujourd'hui une honte pour toute l'humanité. D'où l'urgence, effectivement, de trouver des moyens pour juguler une bonne fois ces drames de l'immigration clandestine et aussi à cette mafia qui va avec, parce qu'aujourd'hui, peut-être ça profiterait aux mafias qui existent aujourd'hui dans certains pays d'accueil, comme aujourd'hui la Libye, qui est un pays de transit pour les migrants. Et donc c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure, effectivement, il y a vraiment urgence de démanteler, il y a urgence de lutter farouchement aujourd'hui pour réduire le risque à des proportions tolérables. Comme vous l'avez eu à le souligner, cette catastrophe concerne au premier chef le tiers-monde, l'Afrique en particulier. On a dénombré depuis les années, la fin des années 90, à nos jours, 20 000 morts africains. Mais ce qui intrigue plus d'un, c'est le silence des élites du continent africain. Comment l'expliquez-vous? Oui, parce qu'aujourd'hui, parler de ces morts, tout simplement, je veux dire tout simplement que c'est l'échec des États africains. Aujourd'hui, ce silence s'explique par le fait qu'aujourd'hui, ils ont échoué dans leur politique de jeunesse, dans leur politique d'emploi et de formation des jeunes. Aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est les Africains qui meurent. L'Afrique est devenue ce grand monstre qui tue ses enfants par l'immigration clandestine. Aucune perspective d'une vie meilleure ne leur est permis, maintenant et dans l'avenir même le plus lointain. Donc pour ces jeunes, autant entrer même morts dans le paradis européen que de rester vivant dans l'enfer africain. Donc là, il faut s'interroger peut-être sur la typologie des migrations internationales, sur ce qui pousse ces jeunes aujourd'hui à bouger, à émigrer vers l'Europe. C'est tout simplement la désolation et la pauvreté cyclique
qui sévit en Afrique. C'est ce qui pousse aujourd'hui ces jeunes à partir. Et l'immigration, pour répondre à ta question, étant une soupape de sûreté pour les États africains, pour réduire leur morosité économique et réduire les tensions internes liées au chômage. Donc, vous vous rappelez que ces gens qui partent, pour la plupart, partent parce qu'ils n'ont pas d'emploi, parce qu'ils sont désespérés. Donc, parler de l'immigration clandestine aujourd'hui, parler de ces morts, tout simplement, témoigne, révèle tout simplement l'échec des politiques africaines en matière d'emploi et de formation. Donc, voilà ce qui explique ce silence assourdissant qui intrigue d'ailleurs tout le monde, parce que, quoi qu'on dise, ce sont des Africains qui meurent. Pourtant, pas plus tard qu'en janvier, beaucoup de chefs d'État, dont le nôtre, ont fait le déplacement de Paris pour participer à une marche dite pour la consolidation de la démocratie, pour marcher en faveur de Français qui sont morts. Mais on ne constate pas la même attitude quand il s'agit d'Africains qui meurent. Tout à fait, Qu'est-ce qui explique ça? Non, tout à fait. C'est quand même étrange. Oui, ben ça intrigue même, ça intrigue et ça dérange. Et bon, c'est vrai, c'est pas la première fois qu'on me pose la question. Des journalistes européens nous ont même posé cette question-là. Pourquoi ce silence? Parce que tout simplement, nous l'avions dit, c'est leur échec. Ils ont échoué. Et c'est rare, ils ne veulent pas l'avouer. Mais c'est rare ceux qui acceptent, ceux qui ont cette honnêteté intellectuelle de dire que voilà, nous avons échoué. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je crois que c'est ce qui manque à l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique, il faut avoir le courage de le dire. L'Afrique a le mal de ses dirigeants. Donc, je crois qu'il faudrait un grand éveil des consciences en Afrique. Il faudrait même, je dirais même en éthique, en politique, une nouvelle éthique en politique, parce que ce qui se passe est inadmissible. Au moment où l'Europe est en train de se réunir pour trouver des solutions, ce ne sont pas des Européens qui meurent, c'est des Africains. Alors, en Afrique, il n'y a aucune réunion en vue, et nous le dénonçons vivement. Et je crois que, vous l'avez dit tout à l'heure, des chefs d'État africains se sont déplacés, alors que pendant que 12 Français ont été tués. En majorité des journalistes. Des journalistes, voilà, de Charlie Hebdo, des gens qui ont eu à blasphémer. Aujourd'hui, c'est des Africains qui meurent, c'est toute la jeunesse africaine qui meurt en Méditerranée, parce qu'il faut avoir le courage de le dire. Aujourd'hui, l'Afrique, 50% de la population, les 50% ont moins de 20 ans, et c'est cette jeunesse qui meurt en Méditerranée. Et je crois que ceci doit nous interpeller. Il faut que des solutions soient trouvées au plus vite pour endiguer définitivement ces drames. Ce phénomène qui avait connu une certaine baisse a connu une recrudescence depuis la mort du colonel Kadhafi, le guide libyen. Est-ce que ça a un rapport, sa mort, avec cette remontée, voire... Vous savez, Kadhafi avait toujours menacé quand ils ont commencé à l'attaquer. Il leur avait dit que si vous ne faites pas attention, je vais ouvrir la mer. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Parce qu'il faut rappeler que la Libye a une position très géostratégique. La Libye a plus de 2000 km de côte qui s'ouvrent directement sur la Méditerranée. Donc, non loin de Lampedusa. Donc, vous comprendrez qu'effectivement, aujourd'hui, avec l'instabilité institutionnelle qu'il y a en Libye, alors la Libye est devenue aujourd'hui une zone de transit et voilà, une plaque tournante. Et maintenant, ce qui est dramatique et alarmant dans tout cela, et je le dis, il faut le rappeler, actuellement, il y a plus de 600 000 migrants qui sont parqués en Libye et qui vont prendre encore la mer. Donc, il y a même des statistiques qui disent que des informations sur lesquelles chaque semaine, il y a plus de 5000 départs. Donc, vous comprendrez que ces drames vont toujours continuer et qu'il y a urgence aujourd'hui d'une conférence internationale pour voir ensemble comment il faut régler définitivement ce problème. Mais là aussi, nous l'avions dit tantôt, il faut régler le problème libyen. Il faut impérativement régler le problème libyen. L'un des présidents africains qui dit que le service après-vente n'a pas Mais vous savez, il y a eu une coalition pour déstabiliser la Libye.
de la même manière, il doit y avoir aujourd'hui une coalition pour instaurer l'ordre institutionnel et régler le problème. Actuellement, il y a 2 gouvernements en Libye. Donc, c'est une crise institutionnelle très grave. Et on ne peut pas régler ces drames de l'immigration clandestine sans rétablir l'ordre en Libye. Parce qu'il y a tout un trafic d'êtres humains en Libye. Ces gens-là, on les parque dans les hangars. Et le voyage n'est pas gratuit. Donc, ils peuvent payer jusqu'à $1000 par personne. Donc, vous imaginez, c'est toute une manne financière. Alors, ils se réveillent un bon matin, et voilà, il faut embarquer. Et quand tu refuses, on te tue. Et là aussi, il faut attirer l'attention des gens sur ça. Il faut sauver ces gens-là, il faut sauver ces migrants-là. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit, dans le dossier migratoire, vous l'avez dit tout à l'heure, parce que le silence intrigue, le silence même à la limite gêne. Parce que tout simplement, il est temps qu'on fasse taire les intérêts irrationnels et leur instrumentalisation politique. Et nous, c'est la raison pour laquelle nous avons tantôt dit dans le dossier migratoire, il faut concilier l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Il faut sauver ces migrants-là. Il y a plus de 600 000 actuellement qui sont là-bas en Libye. Et il faut que l'Afrique se lève pour dire non, pour régler le problème libyen, pour sauver la vie de ces gens-là. Sinon, ces drames vont continuer. Et on nous parle de 1800, mais écoutez, personne ne peut vous dire exactement le nombre de naufrages. Et on ne nous parle pas de ceux qui meurent dans le désert d'Agadez. Non, mais il faut aller dans le désert d'Agadez, il faut aller dans l'enclave de Ceuta, de Melilla. Donc, quand vous dites que le phénomène ne s'est jamais... n'a jamais connu une baisse. Non, n'a jamais connu. Il y a eu des voies de contournement. Donc, quand les frontières ont été fermées ici, les migrants ont pris des voies de contournement. Ils prennent un vol jusqu'en Turquie. Il y a une rivière qui sépare la Turquie à la Grèce. Beaucoup de gens meurent là-bas. Donc, des migrants contournent par l'Amérique latine. Actuellement, si vous allez à la frontière entre Quito, Équateur, en Équateur, Bolivia, La Paz, entre l'Argentine, des milliers d'Africains, dont des Sénégalais, vivent des situations dramatiques, des situations catastrophiques. Et on ne le dit pas. Donc, le phénomène n'a jamais baissé d'intensité. Hein. Le phénomène... un ministère des Affaires étrangères et un secrétariat au Sénégalais de l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils font? Oui, vous savez, nous avons été les premiers, nous, en tant que migrants, à dénoncer cette crise institutionnelle. Tantôt, nous avons un ministère, tantôt, nous avons un secrétaire. Il y a eu une direction, mais ça crée beaucoup de cacophonie. Il y a eu beaucoup de déclarations intempestives et contradictoires. Vous avez vu comment le dossier est géré dans notre pays. Nous ne sommes pas des politiciens. Mais à un moment donné, il faut comprendre que ce sont des êtres humains qui meurent. Et nous regrettons vivement l'absence de politique méritoire, véritable politique migratoire, capable de prendre en charge la préparation des Sénégalais de l'extérieur. Nous regrettons cette cacophonie-là. Vous avez vu la polémique toujours qu'il y a en ce qui concerne les décès. Il a fallu que Horizon Sans Frontières se dise pour dire non, il y a eu effectivement des films. Aujourd'hui, nous avons raison sur. Aujourd'hui, j'ai entendu le directeur des Sénégalais de l'extérieur parler de 200 morts. Oui, mais il y a plus. Le chiffre va augmenter. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Vous savez, je l'ai dit tantôt, je l'ai dit à la presse nationale et internationale. Quand on entame un projet d'émigration clandestine, hein, généralement les candidats refusent de décliner leur identité par peur d'être rapatriés chez soi. Et le but final d'un projet clandestin, c'est de demander le droit d'asile. Mais le Sénégal n'étant pas en crise, un ressortissant sénégalais ne peut pas bénéficier du droit d'asile. Donc, généralement, les Sénégalais se déclarent ressortissants de pays en guerre, tels que l'Érythrée, Centrafrique, etc., etc. Donc, tous ces gens que vous voyez, qui se déclarent, se disent Érythréens, ce sont des Sénégalais. Et c'est ça la réalité. Donc, je vais vous renvoyer aux émissions de la diaspora. Il y a une rubrique dans chaque émission de diaspora qui s'appelle avis de recherche. Des gens qui disent que voilà, nous n'avons pas vu telle ou telle personne depuis 20 ans, depuis 89, depuis 2009. C'est des gens qui sont tous morts en Méditerranée. Il faut dire la vérité aux Sénégalais. Il faudrait qu'on s'asseye autour d'une table
pour trouver des solutions. Ce qui se passe est grave, l'heure est grave. Et voilà la réalité. Alors, nous déplorons le fait que chaque fois qu'il y ait un drame, chaque fois qu'il y ait un problème, l'État nie. À nous entendre parler, nous avons l'impression que nous sommes des opposants, nous sommes un contre-pouvoir. Non, nous sommes des migrants qui, à un moment donné, ont pensé qu'il fallait prendre notre responsabilité dans ce dossier migratoire. Nous sommes conscients du fait que nous apportons des valeurs ajoutées. Nous sommes conscients du fait qu'aujourd'hui, qu'une migration bien gérée peut être un facteur de lutte contre la pauvreté. C'est la raison pour laquelle Horizon Sans Frontières a voulu relancer le débat pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Donc voilà notre présence au Sénégal. Voilà notre présence en Afrique pour relancer le débat sur une meilleure gestion des flux migratoires, pour relancer le débat sur un meilleur traitement des migrants à travers le monde. Mais malheureusement, ici, tout est politisé, donc, et c'est ce qui est vraiment regrettable. On ne peut pas... C'est des êtres humains qui meurent, et il faudrait aujourd'hui sauver ces gens-là. Monsieur Seye, aujourd'hui, combien estimez-vous les Sénégalais qui ont péri entre la Libye personne ne peut vous dire le nombre exact. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on entame un voyage clandestin, on jette ses papiers. Donc, on ne peut pas vous dire exact. Mais ce que je peux vous dire, les 3/4 de ces victimes-là sont des Sénégalais. Il faut dire la vérité aux gens. Les 3/4 de ceux qui entament. Parce que vous savez, le Sénégal, c'est l'Érythrée qui est le je vous ai expliqué ça tout à l'heure, oui. parce que je vous ai expliqué, ce ne sont pas des Érythréens, ce sont des Sénégalais. Parce que ce qu'ils veulent, c'est bénéficier du droit d'asile. Les migrants sénégalais, ce sont des migrants économiques. Donc, il y a deux types de migration. La migration pour des raisons économiques et volontaires, et la migration pour des raisons forcées. Donc, vous voyez, le Sénégal n'étant pas un pays en guerre, un ressortissant sénégalais ne peut pas bénéficier du droit d'asile, ça c'est clair. Donc ce sont des Sénégalais. On jette ses papiers en mer pour... Mais justement, non, mais bien avant même d'embarquer. Parce que le but final, comme je l'ai dit, c'est de se présenter comme ressortissant d'un pays en guerre et de pouvoir bénéficier en fin de compte du droit d'asile. Et après, vous verrez que tous ces gens-là, une fois qu'ils arrivent, ils appellent au Sénégal pour qu'on leur envoie un acte de naissance, pour pouvoir faire un passeport, etc., etc. Donc voilà la réalité. Ça devient un peu plus compliqué que... Mais justement, ces victimes-là, pour la plupart, sont sénégalaises. Il faut le dire, et ça c'est la vérité. On parle de candidats à l'immigration qui se seraient fait prendre entre la Mauritanie et l'Algérie et qui seraient... des esclaves. Est-ce que vous pouvez confirmer cela? Oui, ben on nous parle de tout cela parce qu'aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous avons parlé d'une meilleure gestion des flux migratoires dans le monde. Il faudrait revoir les lois. Parce qu'effectivement, et ceci découle du fait qu'en matière de migration pour des raisons économiques familiales, il y a un vide juridique. Il n'y a pas de loi universelle aujourd'hui qui protège les migrants. La souveraineté appartient au pays d'accueil qui dicte ces lois. Et ça, le véritable problème, c'est ça. En Mauritanie, il y a eu beaucoup d'exactions. Vous avez vu ce qui se passe au Maroc. Le Maroc est devenu une terre de criminalité, une terre de torture pour les migrants. On nous signale des exactions. Et vous avez parlé d'esclavagisme tout à l'heure. On nous signale ça au Liban. On nous signale ça en Arabie Saoudite, etc. Donc, on nous signale aussi beaucoup de cas de violence, de torture, de sévices sexuels sur les femmes. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de protection. Vous savez, il y a une féminisation des flux migratoires depuis 1990. Les femmes représentent plus de 48% des migrations internationales. Et ces femmes et ces enfants qui sont des couches vulnérables ne bénéficient d'aucune protection en matière de droit international. Donc tout ceci effectivement constitue de graves problèmes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit que dans un monde d'interdépendance et de globalisation, où tout circule rapidement à fortiori des êtres humains, donc vous voyez l'information, le virus, tout circule aujourd'hui avec les nouvelles télécommunications, a fortiori un être humain. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons estimé qu'il faudrait revoir les lois
parce que quand une loi torture des êtres humains, il faudrait revoir, c'est la raison, Horizon sans frontières a parlé d'une refondation de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, et des lois beaucoup plus universelles aujourd'hui pour protéger les plus faibles. Nous avons même parlé du droit à l'immigration, le droit à l'immigration qui devrait être le corps logique du droit à l'immigration que stipule l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce qu'il y a eu beaucoup de failles, beaucoup de lacunes et beaucoup de précipitations. Mais là, est-ce que ce n'est pas un combat perdu d'avance si l'on sait que le monde d'aujourd'hui est beaucoup plus porté sur l'individualisme? On note que dans tous les pays, chacun se recroqueville sur lui-même. Est-ce que c'est pas très difficile? En Europe, on note une certaine montée du racisme. On voit que beaucoup d'Européens sont vraiment opposés à l'immigration et ils le disent haut et fort. Donc, est-ce que ce n'est pas un combat perdu d'avance? Non, il faudrait poser le débat, il faudrait dire la vérité aux gens. Pour résoudre un problème, il faut le poser. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a beaucoup d'amalgames d'ailleurs, et c'est ce que nous dénonçons. L'Europe prend l'immigration comme étant une menace pour elle. On amalgame islam et migration, on amalgame migration et terrorisme. Et c'est ce qui fait que même aujourd'hui, si vous avez vu, l'Europe s'est réunie pour renforcer le budget de l'opération Triton, qui signifie repousser. Donc maintenant, tout ça... Triton qui fait suite à Mare Nostrum, parce que tout simplement, on a reproché à Mare Nostrum de sécuriser la traversée des migrants. Voilà. Donc maintenant, il faudrait poser le débat, effectivement, et recadrer le débat dans un contexte mondial de mobilité croissante des populations, parce qu'aujourd'hui, tout le monde migre. Il y a plus de 850 millions de personnes qui, chaque année, franchissent une frontière. Donc l'immigration étant aujourd'hui aussi un facteur d'équilibre social et économique. Vous avez parlé de l'Europe. Il faut rappeler que les Européens ont eu à migrer depuis plus de 4 siècles en Amérique du Nord, en Amérique latine et dans la moindre mesure même en Afrique. Hein? Et l'exemple le plus probant, c'est l'exemple de ces 2000 Huguenots français qui ont quitté la France avec la révocation de l'édit de Nantes en 1685. J'ai parlé de ces 3,5 millions de Russes qu'on appelle les Russlanddeutsch, qui ont été appelés par Catherine de Russie pour travailler les terres de la Volga et de l'Ukraine. Ils ont été persécutés par le tsar et déportés sous Staline en 1941 en Sibérie et en Asie centrale. Et ces 3 millions sont revenus avec l'éclatement du mur de Berlin en 1990. Donc vous comprendrez qu'eux-mêmes, ils ont eu à migrer. Entre 1850 et 1860, il y a eu 917 000 Irlandais, 914 000 Allemands, 77 000 Français, etc., etc., etc. Donc c'est un phénomène qu'on ne peut pas aujourd'hui, arrêter. Non, on ne peut pas arrêter la migration. Aujourd'hui, il faut que les choses soient très claires. Il faudrait une meilleure gestion, mais on ne peut pas arrêter la migration. Et même aller aller plus loin, même la nature. Aujourd'hui, il y a un autre vocabulaire onusien en ce qui concerne la migration, c'est les éco-réfugiés. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, plus de 3 milliards d'individus supplémentaires sont attendus sur notre planète d'ici 2100. Et avec les changements climatiques, certaines zones ne suffiront plus pour nourrir leur population. Donc, vous comprendrez qu'aujourd'hui, effectivement, donc on ne peut pas arrêter les flux migratoires. Même la nature a horreur du sédentarisme. Donc, vous comprendrez, il faudrait gérer la migration. Il faudrait une meilleure gestion des flux migratoires aujourd'hui et dans le monde. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, pour revenir encore au problème africain, alors l'Europe s'est réunie, l'Europe parle avec une seule voix. En Afrique, il y a 54 voix. Et nous avions dit qu'il faut impérativement aujourd'hui l'urgence d'une harmonisation des politiques migratoires en Afrique. Il faudrait impérativement ça. Parce que l'Europe ne peut pas avoir 54 interlocuteurs. Il faut que l'Afrique s'organise. Et un seul interlocuteur. Et justement, il faut une harmonisation des politiques migratoires. Parce qu'on ne peut pas parler comme ça de façon dispersée. Et voilà le véritable débat qu'il faut poser. Et nous, en tout cas, nous allons continuer de le faire en tant que migrants. Je vous l'avais dit tout à l'heure. L'Europe se renferme, il y a la montée du racisme, il y a l'amalgame qu'il y a entre islam et migration, mais aussi dénoncer le fait qu'aujourd'hui, certains dirigeants européens qui ont eu à échouer dans leur idéologie politique aujourd'hui surfent avec l'islam, surfent avec
le terrorisme, l'amalgame qu'il y a, surfe avec l'immigration extra-européenne. Et ça aussi, il faut dénoncer ça. Pour des raisons électorales, il faut dénoncer ça. Et ceux-là même qui sont en train de créer des problèmes. Et nous ne sommes pas d'accord. Je l'ai dit tantôt, nous aussi, nous avons notre casquette en tant qu'Européens pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Et la plupart des Européens sont d'accord avec nous que la manière dont l'Europe veut régler le problème, c'est un problème très complexe. L'Europe refuse de s'adapter aux nouvelles donnes de la migration clandestine. L'Europe refuse de se remettre en question. L'Europe refuse aujourd'hui de faire son bilan. Parce que on ne peut pas comprendre l'opération Frontex dotée de plus de 2 milliards, de plus de 100 navires, de 25 hélicoptères, 20 aéronefs, une force d'intervention de 100 personnes capables d'agir à l'instant T+1, et drame continue. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé l'ouverture d'une enquête internationale. Et ça ira crescendo. Les estimations de l'organisation internationale maritime sont de 10 000 morts cette année. Si des politiques ne sont pas... Personne ne peut vous dire le nombre exact de morts. Il y a eu des morts. Il y a eu même des bateaux qui ont disparu en pleine mer. Jusqu'à présent, on ne sait pas où sont ces bateaux-là. Et c'est ça la réalité. On ne fait que des approximations. Il y a eu... C'est-à-dire que la Méditerranée est devenue un cimetière pour les migrants. Ce qui se passe est excessivement grave. Il y a urgence d'une conférence internationale. Conférence à l'issue de laquelle il faut définir les normes d'une coalition internationale pour régler le problème. De qui? Mais d'une conférence du monde entier, parce que la solution ne peut pas être... Mais tout le monde fuit le problème. Mais en Afrique, tout le monde fuit le problème, il n'y a pas d'interlocuteur en Afrique. Donc les États fuient parce que l'aide au développement ne profite pas aux ayants droit. Ils ne peuvent pas parler. Parce que vous rappelez que... Vous avez parlé dans un site de 675 millions d'euros qui ont été alloués aux rapatriés, mais ça entre 2007 et 2013, l'Union européenne avait dégagé une enveloppe de 666 millions d'euros pour le rapatriement des ressortissants du tiers-monde estimé à 4,5 millions. Alors, vous vous rappelez l'histoire des Sénégalais qui ont été rapatriés avec 10 000 francs en sandwich. Oui. Alors, c'est ça. L'aide ne profite pas aux ayants droit. Aujourd'hui, et de 2014 à 2017, l'Union européenne a dégagé plus de 4 milliards d'euros pour l'aide au développement dans les pays. Et l'Afrique aura une grande part de cela. Mais cette aide au développement rentrera dans des tonneaux sans fond, pour ne pas dire plus. Et c'est la raison pour laquelle les États ne vont pas parler. Ils le savent pourquoi ils ne vont pas parler. Et ça, ce silence intrigue. Maintenant, il faut changer. Qui entre, mais c'est ce qui explique même dans un pays comme le Sénégal. Vous voyez, les hommes politiques prastronnent avec des déclarations de patrimoine qui tournent autour de milliards. Alors, vous voyez les inégalités qui existent dans ce pays-là. Je veux parler du coefficient de Gini qui est de 38. Dans la sous-région, c'est de 42. Vous voyez comment l'indice de développement humain est dans ce pays-là. Donc, une petite minorité s'en délecte, les autres partent dans la misère. Le Sénégalais aujourd'hui, il a des problèmes pour assurer son vécu quotidien, il a des problèmes pour se soigner, il a des problèmes pour avoir l'eau potable, il a des problèmes pour aller à l'école, il a des problèmes d'électricité, autant de problèmes qui font que aujourd'hui, si tout ceci ne se règle pas, ben écoutez, vous verrez qu'il y aura encore plus de candidats à l'immigration. Le Sénégal... Comme les Wolofs disent, donc l'aide européenne destinée aux candidats à l'immigration devait vraiment... L'aide ne profite pas aux ayants droit, c'est ça. L'aide au développement ne profite pas aux ayants droit. C'est la raison pour laquelle il faut... que cet argent-là est détourné. Ah, ben attendez, comment vous pouvez expliquer qu'ici on plastronne avec des déclarations pratiquement de milliards, alors que le peuple souffre? Ça, on n'ose pas dire ça en Europe. Mais les politiciens sénégalais, les politiciens africains vivent mieux que les politiciens en Europe. Ce qui se passe ici. Ah, ben oui. Alors que c'est des pays pauvres. La majorité ici, les gens vivent avec moins de... Le Sénégal est un pays très pauvre. Les gens vivent avec moins de $1 par personne et par jour. Et donc vous comprendrez que ce qui se passe ici est extraordinaire. C'est grave. Alors l'Afrique, il faut avoir le courage de le dire, l'Afrique a le mal de ces politiciens. Ce sont eux-mêmes ils sont tous des naufragés avec ce qui s'est passé. C'est leur politique, c'est leur système. Ils ont échoué.
il faut avoir le courage de le dire. Ils ont échoué, c'est la raison pour laquelle les réactions se font très larges. Personne n'en parle. Le sujet est devenu tabou. Oui. Et nous, c'est la raison pour laquelle aussi nous avons dit non, qu'on ne peut pas nous taire. Et Horizon Sans Frontières a décidé de relancer le débat sur l'immigration clandestine. Nous avons mis sur pied un plan que nous avons appelé AISEC, Alliance internationale de lutte et de sensibilisation contre l'immigration clandestine, que nous allons relancer ce samedi 2 mai à la plaque de l'Obélisque à 17h. Nous avons invité le chef d'État, nous avons invité la représentation diplomatique accréditée au Sénégal, nous avons invité toutes les couches de la société ici au Sénégal pour rendre hommage d'abord à ces soldats de l'économie du Sénégal. Il faut dire que ceux qui sont morts sont des soldats de l'économie du Sénégal. Parce qu'il faut rappeler que plus de 600 milliards... Mais non, mais nous mettons beaucoup d'argent, c'est plus que tout cela. Il faut compter le secteur informel. L'argent que nous mettons est supérieur à l'aide au développement, estimé à $37 par personne par an. L'argent que nous mettons, c'est supérieur 2 fois à la masse salariale de la fonction publique. L'argent que nous devons représente plus de 8,2 pour du PIB. Et c'est ça la vérité. Donc il faut rendre hommage à ces gens-là. Et puis dire non à l'immigration clandestine. Il faut lutter farouchement contre l'immigration clandestine. Sur toutes ses formes. Parce que jusque-là, on parle que de la voie maritime, alors qu'il y a... Mais non, il y a d'autres voies de contournement. Allez-y, prenez un vol, vous descendez à Madrid, la moitié, ou bien les 3/4 vont vers l'Amérique latine. Et ils savent pas, qui se jettent dans la gueule du lion en Amérique latine, qui vivent des situations dramatiques entre Quito, La Paz, Argentine, etc., etc. Ça aussi, il faudrait trouver des solutions à tout cela. Il faut retenir ces jeunes-là. Il faut retenir ces gens, mais en leur proposant quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit que la formation et la création d'emplois est le seul facteur de paix. Et j'ajoute même, et de sécurité en Afrique. Parce que vous savez, finalement, tous ces jeunes-là, vous savez, on parle de terrorisme. Vous avez vu ce qui se passe en France, c'est l'échec de l'intégration aujourd'hui. Ces gens-là qu'on stigmatise, ce sont des Français. Ces gens ces Français qui vont combattre auprès des djihadistes, ce sont des Français, mais qui ont été marginalisés ces gens. Et aujourd'hui, ils sont en proie au djihadisme. Ça risque de se produire. Le phénomène risque de se produire en Afrique. Finalement, vous avez vu, il y a Boko Haram, il y a d'autres, vous avez vu ce qui s'est passé à Garissa. Donc, ces gens-là, ils vont venir pêcher dans la jeunesse cette jeunesse ne fait absolument rien du tout. Donc cette jeunesse-là, en mal de devenir, seront en proie à ces islamistes et aux jeunes. Et c'est ça le danger. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons dit la formation et la création d'emplois, c'est le seul facteur de paix, de stabilité et de sécurité en Afrique. Donc l'Europe a intérêt à résoudre ce problème, sinon comme le disait non, mais pourquoi l'Europe? Mais c'est l'Afrique. Soit on devait riche ensemble ou on se noie ensemble. Mais on risque de nous noyer nous tous ensemble. Mais c'est l'Afrique qui doit prendre ses responsabilités. C'est l'Afrique parce que ce sont des Africains qui meurent. L'Afrique, ici, on fuit ses responsabilités et c'est le dé. C'est-à-dire qu'il faudrait un grand éveil des consciences. Il faudrait un travail citoyen. Il faut que tout le monde se lève comme nous sommes en train de faire. Il faut que les gens nous aident aussi dans ce combat-là. Parce que ce sont des Africains qui meurent. Mais quand vous parlez des gens, vous parlez de qui? Mais de tout le monde. Ça doit être un combat citoyen. Oui, parce que le problème, monsieur Sey, le problème est entier. Parce qu'ici au Sénégal, c'est les parents, c'est les proches qui aident, qui sont même à l'origine de ce phénomène. Qu'on se cotise 500 000 francs. Mais là, il faudrait un peu éclairer les gens sur ce côté-là. Oui. Je vais vous renvoyer à une théorie qu'on appelle la NEM, la nouvelle économie des migrations internationales. Oui. Cette théorie-là, dans cette théorie, la migration cesse d'être un projet individuel pour être un projet collectif initié initié au sein même de la famille ou du couple. Oui. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans certaines familles, on vend des biens pour que un des fils parte pour pouvoir aider les autres. Donc, mais qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça? C'est la pauvreté. Oui. Donc ces gens-là qui entament ce voyage-là. Oui. Mais vous pensez que on ne peut pas être aussi suicidaire de prendre et mourir en Méditerranée? Mais quand vous parlez de pauvreté, il est un peu déplacé de donner 1 million qui peut être un début d'investissement
à quelqu'un. Oui, mais pour la plupart du temps, ils ne savent pas que, en fin de compte, c'est des pirogues comme ça qu'ils vont prendre. Parce que, en fait, on ne leur dit pas la vérité. Des Zodiacs en plastique. Voilà, ils ne savent pas ça. C'est-à-dire, on récupère ton argent, on te met quelque part un beau matin, tu dois prendre ce truc-là, sinon on te tue. C'est-à-dire que c'est des gens qu'il faut sauver. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner à son fils 1 million pour lui dire, mais va prendre une pirogue et mourir en Méditerranée. Donc il y a une certaine désinformation. Non, mais bien sûr, Oui. mais bien sûr. Et c'est ça aussi qu'il faut lever l'amalgame. Il y a un problème sur ça. Et il y a des réseaux, il y a tout un trafic, il y a de la mafia autour de tout cela. Et c'est tout cela qu'il faut démanteler. Et même les forces publiques sont Mais il y a sont liées les à responsabilités sont nombreuses et partagées. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'il faudrait l'ouverture d'une enquête internationale. Il faudrait, on parle même de trafic d'organes, on parle de tout cela. C'est aussi complexe que ça. L'Afrique devrait pouvoir prendre ses responsabilités en harmonisant ses politiques, en créant des commissions. Les législations africaines doivent s'adapter aux circonstances actuelles, aller au fond des choses. Mais personne ne le fait en Afrique. Donc vous comprenez, nous, notre travail est difficile parce que non seulement on ne nous aide pas, mais on nous stigmatise aussi comme étant des contre-pouvoirs. Mais là aussi, c'est là où le bas blesse. Bon, vous évoquiez tantôt l'Afrique, mais on note même dans le continent noir, les Africains ne sont pas mieux lotis chez eux, parce que on a vu en Afrique du Sud des Africains noirs qui sont tués par des autochtones pour un pays qui a été victime de l'apartheid et donc tous les pays africains noirs se sont battus contre. Donc, comment trouvez-vous que des ressortissants noirs soient persécutés de cette manière dans un pays qui a eu comme président Nelson Mandela? Nous dénonçons vivement ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Et il faudrait des sanctions exemplaires pour que ceci ne se reproduise plus, l'histoire de l'humanité. Vous l'avez dit, des Africains se sont battus pour la libération de l'Afrique du Sud du régime d'apartheid. Des dirigeants même africains ont été accueillis dans d'autres pays africains avec des passeports diplomatiques à l'appui pour mieux lutter contre ce régime-là. Alors aujourd'hui qu'on brûle des gens vifs, il faudrait des sanctions exemplaires. Horizon sans frontières a demandé même l'ouverture d'une enquête internationale, a demandé même à ce que toutes les personnalités qui ont été impliquées dans ces drames-là. Et vous l'avez adressé à qui? Dans ces drames-là, toutes ces personnalités-là soient aujourd'hui traduites devant la Cour pénale internationale, puisque l'Afrique du Sud a ratifié la charte de la Cour internationale. Nous sommes allés même jusqu'à demander le boycott des produits sud-africains comme du temps de l'apartheid. Et les pays dont les ressortissants ont été impliqués, ont été tués, massacrés dans ces drames-là, ces pays doivent rompre leurs relations diplomatiques. Et aujourd'hui, les pays frontaliers et aujourd'hui, toute l'Afrique devrait rompre ses relations diplomatiques avec l'Afrique du Sud. Parce que ce qui s'est passé est excessivement grave. Des journalistes sud-africains m'ont appelé pour m'interpeller sur la question. Et vous voyez, ils sont d'accord avec non seulement ce que nous avons dit, et ils ne parviennent pas à comprendre ce qui s'est passé. Parce que ce qu'il faut regretter, c'est la manière dont le gouvernement sud-africain a géré l'histoire. Ils ont géré cette histoire-là avec beaucoup de légèreté. C'est après les condamnations qu'ils ont commencé à se lever pour dire non. Mais il fallait prendre ces mesures-là. Est-ce que cela n'arrange pas un peu le gouvernement, vu que le déclenchement de l'affaire est lié au chômage qui est en train de... Oui, mais on ne peut pas, parce que ça ne tient pas. Il y a du chômage un peu partout. Et nous, ce qu'on déplore, c'est qu'on puisse traiter des Africains de la sorte en Afrique. Alors vous voyez, si on se bat comme ça, nous, pour un meilleur traitement du noir, un meilleur traitement du migrant, en Europe, un peu partout, et si chez nous, on va vous dire, balayer devant chez vous. Alors vous comprendrez que c'est très compliqué. Ça a été une honte pour nous. Ces images ont été des images de la honte pour toute l'Afrique. Et on ne peut plus absoudre ce genre de comportement. Il ne faut plus que ça se répète dans l'histoire de l'Afrique. Et c'est que nous dénonçons vivement. Et il faudrait aujourd'hui des sanctions exemplaires contre ce régime-là. Oui, M. Sey, vraiment le débat est passionnant, mais nous approchons de la fin de l'émission. Mais avant de terminer,
nous aimerions quand même savoir, pour vous, qu'est-ce qui doit être fait pour une meilleure cohabitation entre les peuples, quelle que soit leur origine raciale ou leur appartenance religieuse, Tout à fait. croyance. Tout Pour à vous, fait. qu'est-ce qui doit être fait? Aujourd'hui, il faut renforcer les processus d'intégration culturelle et structurelle. Il y a un échec de l'intégration dans le monde, c'est ce qui explique tout cela. Il faut rappeler que le monde est miné par des crises qui sont dues à un enchevêtrement de facteurs endogènes et exogènes qui n'échappent pas aux tensions géopolitiques et géoéconomiques mondiales. Et aujourd'hui, le facteur le plus chrysogène est le facteur religieux, parce que identitaire, et pouvant aller jusqu'à opposer des communautés, voire des peuples. Il faudrait renforcer les processus d'intégration culturelle et structurelle. Et l'intégration devrait être un processus à double sens qui lie les migrants avec les citoyens autochtones dans une relation constructive aboutissant sur le respect et la tolérance mutuelle. Sans intégration, on ne peut pas parler d'immigration. C'est le leitmotiv de Horizon sans frontières. Sans intégration, il n'y a pas d'immigration. Il faudrait aussi renforcer le dialogue interreligieux pour stopper cette guerre des cultures. Voilà ce qu'il faut aujourd'hui dans ce monde-là. Parce que la paix et la sécurité en vue d'un développement durable influent sur une meilleure gestion des flux migratoires aujourd'hui. Nous aimerions savoir, en dehors des communiqués et des dénonciations fortes de Horizon sans frontières, quels sont les actes que vous avez posés sur le terrain pour venir en aide aux migrants? Ah ben nous avons fait beaucoup de choses sans moyens. Et c'est ça qu'il faut saluer dans ça, parce que nous n'avons aucun appui institutionnel ni logistique, mais on se bat. Nous, on ne dort pas. On travaille du matin au soir. Nous avons des cellules de crise. Alors, et dès qu'une crise éclate, pratiquement nous, on ne dort plus. On ne fait que travailler. Nous suivons les choses de près. Et nous avons beaucoup fait. Je crois que même si on ne nous le dit pas, mais les gens reconnaissent ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons tiré la sonnette d'alarme sur une gestion des flux migratoires, et je crois que moi je ne parle même pas du Sénégal, le monde entier reconnaît le travail que Horizon sans frontières est en train de faire. Nous avons tout simplement, nous regrettons le fait que c'est l'Afrique qui devrait nous aider, particulièrement le Sénégal. Mais puisque le sujet est tabou, puisque tout est politique dans ce pays-là et que nous n'applaudissons pas parce que nous ne sommes pas politiciens, alors on semble nous écarter. Mais moi, ce que je veux dire, Horizon sans frontières, ci kattanu Yàlla, day dem, sorry, ça c'est clair. C'est un combat de conviction. Moi, j'en ai fait mon sacerdoce. Et si on nous aidait, si on nous donne des moyens, mais moyens Yàlla moo ko moom, ñun Yàlla lañ koy ñaan, Yàlla rek lañ yaakaar. Nous n'allons pas nous prostituer, waruñu leneen lu dul ñu jàppale doomu aadama. Alors il faut revoir les lois pour un meilleur traitement de l'être humain, du migrant à travers le monde. Et c'est notre combat, nous y croyons, et c'est un travail d'éveil, c'est un travail d'alerte, et là je crois que sur ce côté-là nous avons beaucoup fait. Maintenant, il nous reste des moyens pour aller plus loin. Pour aller plus loin dans ce combat-là. Aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Et comme nous l'avions dit, nous avons lancé un programme international, une alliance internationale. Et aujourd'hui, nous demandons une mobilisation. C'est l'occasion je profite de votre antenne. Ces artistes sénégalais-là, alors nous avons besoin d'eux dans le programme AISEC. Les grands artistes tels que Youssou Ndour, Baba Mal, Ismaël Lo, John Seck, Kumba Gawlo, les gens se sont mobilisés pour le virus Ebola. Oui. Alors nous demandons une mobilisation parce qu'en fait, tout se fait en Europe, leurs concerts, tout cela. Donc quand ils viennent à Europe, nous nous déplaçons, nous dansons, nous faisons tout. Moi je ne peux pas danser, mais quand ils arrivent, je me rappelle j'ai une fois dansé au concert de machin là parce que j'étais avec des amis européens, il fallait que je danse et je ne sais même pas danser. Donc vous comprenez. Alors aujourd'hui, ils sont vecteurs, ils sont des vecteurs des africanités modernes. C'est ce qu'ils véhiculent. Donc nous demandons en tout cas à travers votre émission, nous lançons cet appel pour qu'ils nous facilitent en tout cas ce travail-là, pour qu'ils se joignent à nous pour stopper ces morts en Méditerranée.
nous, notre slogan, comme nous l'avions dit en espagnol, no más muertes. Nous voulons plus de morts en Méditerranée. Basta ya. C'est trop, c'est trop. Donc, nous, on souhaiterait en tout cas que ces gens-là nous aident aussi à faire une grande campagne internationale à travers ISEC. Et nous demandons des moyens de sensibilisation. Nous avons même lancé un appel à dons, comme le font pratiquement toutes les grandes organisations. Aujourd'hui, UNICEF est en train de demander des dons pour sauver Népal de ce séisme-là. Alors nous aussi, nous demandons des dons. Nous l'avons lancé. Nous demandons des dons au niveau international pour le programme ISEC. Pour revenir un peu sur ce séisme, est-ce que vous avez eu des échos d'existence de victimes sénégalaises de ce séisme? Non, là vraiment. Il y a fait aujourd'hui plus de 4000 morts. Oui, là vraiment, je ne saurais vous le dire. Nous sommes là, nous sommes en alerte, comme je l'ai dit. Donc, ce qui nous préoccupe le plus actuellement, c'est ces drames en Méditerranée, parce que nous sommes en alerte sur ça. Voilà, nous sommes aussi très pris par la campagne, le rassemblement que nous sommes en train de faire, parce que nous souhaiterons que ça soit vraiment unidimensionnel. Alors, un rassemblement, je dirais, mondial. Donc, que Dakar soit la capitale du monde ce samedi 2 mai, pour dire non à l'immigration clandestine. Bon, espérons que votre appel sera entendu. Chers amis, nous espérons que l'émission a participé à répondre à beaucoup de questions que vous vous posez sur le phénomène qui est l'immigration clandestine. C'est le moment de se dire au revoir. Techniquement parlant, vous donne rendez-vous pour un autre numéro la prochaine fois, Inch'Allah.